John se tenait à la lisière de la forêt, encadré par d'énormes pins et un seul jonché de feuilles. Le ciel nuageux filtrait la lumière, conférant à l'ensemble une aura presque irréelle. Son cœur palpitait, rythmant le silence épais qui saturait l'air. Ce silence n'était pas naturel, il était étouffant, comme si la forêt consommait chaque son. Ajustant son sac à dos et saisissant fermement sa caméra, John se rappelait son objectif, documenter le phénomène Bigfoot. Mais une appréhension insidieuse le gagnait. Ses pas écrasaient les feuilles mortes, perturbant l'étrange tranquillité des lieux. Les arbres se dressaient, menaçants, leurs branches semblant vouloir l'agripper. L'atmosphère était dense, comme s'il marchait dans une dimension suspendue dans le temps. En passant près d'un arbre aux branches contorsionnées, il remarqua des marques étranges griffées sur le tronc. Étaient-ce des messages ou des avertissements? Un frisson le parcourut. Marchant plus vers l'avant, il se sentait de plus en plus observé. Ses yeux fouillaient les ombres, cherchant les moindres indications d'une présence. Mais rien. Juste le silence absolu. Soudain, un craquement au loin troubla le silence. John s'immobilisa, le cœur en émoi. Était-ce réel ou imaginaire? Il demeurait figé, redoutant presque le son de son propre battement de cœur. Finalement, il reprit son souffle et fit un pas en avant, mais alors une pensée l'envahit. Certaines légendes doivent rester inexplorées. Dans cette forêt silencieuse, il se demanda s'il n'était pas en train de devenir une légende à son tour. La forêt s'était assombrie à mesure que John s'enfonçait dans ses profondeurs. Il alluma sa lampe torche, le faisceau tremblant dans l'air épais. Cela éclaira brièvement les contours des arbres devant lui. Ses pas devenaient de plus en plus incertains, chaque bruit étant amplifié par la quiétude terrifiante qui l'entourait. Soudain, une odeur forte, presque nauséabonde, frappa ses narines. On aurait presque dit de la chair en décomposition. Il éclairait autour de lui, et finit par découvrir une petite clairière. Au centre, un amas de ce qui ressemblait à des ossements et de la viande pourrie. Le reste d'une carcasse de cerf, peut-être. Le frisson qu'il parcourut n'était pas seulement dû à l'odeur, mais bien à son corps tout entier qui lui murmurait de s'enfuir, le suppliait de s'enfuir. Il resserra la prise sur sa caméra, sachant bien qu'il devait documenter cela, même si chaque fibre de son être lui criait de faire demi-tour. Alors qu'il prenait quelques photos, un bruit retentit derrière lui, un bruissement léger, suivi d'un souffle chaud sur sa nuque. Il se retourna vivement, sa lampe torche balayant l'obscurité. Rien, toujours rien. Il y avait seulement l'obscurité et les yeux. Les yeux? Oui, là dans le pénombre, deux yeux rougeoyants étaient apparus soudainement, flottant à une hauteur qui ne correspondait à aucun animal qu'il connaissait. John se sentit comme paralysé, incapable de détourner son regard. C'était comme si la rougeur de ses yeux l'aspirait, drainant toute sa volonté, toute sa raison. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les yeux disparurent, engloutis par la noirceur de la forêt. Reprenant ses esprits, John réalisa à quel point il était vulnérable ici, dans une clairière en plein milieu de la nuit. À ce moment-là, John prit une décision rapide. Il décida d'écouter ses instincts. Il devait partir, retrouver son chemin hors de cet enfer silencieux. Il se retourna pour faire demi-tour, mais s'arrêta net. Devant lui, à quelques mètres seulement, les yeux étaient de retour, encore plus intenses, encore plus terrifiants. Cette fois-ci, ces derniers étaient accompagnés d'un grognement sourd, un son qui semblait venir des entrailles de la terre elle-même. Un avertissement clair qu'il n'était pas seul. Tous les avertissements, tous les signes qu'il avait ignorés lui revenaient en mémoire. John était désormais certain d'une chose. Il n'était pas le chasseur dans cette forêt. John poussa son épuisement à ses limites. Il s'est mis à courir à travers la forêt sombre et menaçante. Sa respiration était irrégulière, et il était certain que cette dernière résonnait à travers toute la forêt. Le son de la nuit était amplifié à ses oreilles. Chaque cri d'animal, chaque craquement de branche le faisait presque sursauter.
Mais parmi ces sons inquiétants, un bruit différent commençait à s'élever, celui d'un moteur au loin. Une lueur d'espoir alluma son visage. Une route. Chaque fibre de son être lui disait de courir plus vite. Il courut à s'en arracher les poumons. Il ne savait pas se faisait combien de temps qu'il courait. Mais finalement, après ce qui lui semblait être des heures, il émergea des arbres et ses pieds touchèrent l'asphalte froid. Pendant un moment, tout sembla s'arrêter. Le rugissement du moteur s'intensifia. Une paire de phares perça la nuit. Son cœur bondit de joie. Il agita la main frénétiquement et braqua sa lampe torche vers la voiture approchant en signe de détresse. La voiture ralentit et John ressentit une bouffée d'air frais lui envahir les poumons. Il était sauvé. La voiture était à quelques mètres. Il pouvait presque sentir la chaleur de cette dernière et voir le visage confus de son conducteur. Mais alors que la voiture était à peine à quelques mètres, un rugissement brisa la tranquillité apparente des lieux. Ce son terrifiant provenait des ténèbres qu'il venait de quitter. Avant même qu'il puisse réagir, qu'il puisse se rapprocher du véhicule, une force implacable l'agrippa par derrière. Tout se passa dans un mouvement si rapide que ses pieds décollèrent de l'asphalte. Il fut violemment tiré en arrière. Les phares de la voiture illuminèrent son visage tordu de terreur pour un instant. Alors qu'il était entraîné dans l'obscurité de la forêt, le dernier bruit humain qu'il entendit fut le grincement des pneus sur la route. Le conducteur, trop effrayé, était resté dans sa voiture immobile un instant, avant de repartir dans l'obscurité de la nuit. John vit avec désarroi la voiture s'éloigner, la créature le traînant sans effort. Chaque bruit, chaque cri de John, étouffé par le grognement continu de la bête. Sa vision commençait à se brouiller, sa conscience à vaciller. Dans ces derniers instants, alors que les griffes des Bigfoot se resserraient autour de lui et que la créature se préparait à le dévorer, une pensée étrange traversait l'esprit de John. Malgré la terreur, la douleur, il ressentait un certain sentiment de validation. Au moins, il avait eu sa réponse, aussi terrible soit-elle. Bigfoot n'était pas un mythe, une légende ou le produit de l'imagination collective. Il était réel, et John était, du moins pour l'instant, une preuve vivante de ce fait. Dans le creux obscur et confiné de ma chambre, la luminosité réduite à la seule danse vacillante de la lumière bleutée de mon ordinateur. Ce faible éclat se mêle à l'obscurité, éclairant les contours de mon espace dédié. Le silence omniprésent est légèrement bousculé par le chuchotement doux et régulier de mon souffle, mêlé aux clics saccadés de mon clavier. Tout autour de moi, des câbles s'entremêlent et s'enroulent, tels des serpents en sommeil, leur noirceur tranchant sur la lueur blafarde des petites LED éparpillées partout dans la chambre. Mon bureau, submergé par des montagnes de notes brouillonnes et des idées griffonnées de manière désordonnée. Tout cela témoigne silencieusement de ma quête incessante et inlassable vers la gloire digitale, vers ce sommet électronique qui semble toujours s'éloigner. Mon regard est alourdi par la fatigue, mais toujours obstinément fixé, scrutant les statistiques de ma chaîne YouTube. Les chiffres, figés et impassibles, ces derniers semblent me défier, me murmurant un découragement silencieux, m'implorant d'abandonner, de me libérer de cette emprise virtuelle. Mais non, ma détermination reste inébranlable. Je ne céderai pas, jamais. Je sens constamment cette pression, lourde et écrasante, peser sur mes frêles épaules. Chaque seconde passée loin de la caméra semble s'étirer en une éternité perdue, une opportunité gaspillée dans ma montée vers les sommets virtuels. J'aspire ardemment à atteindre ce pic, ce moment où le monde entier reconnaîtra et célébrera mon unique talent. Je rêve de l'instant où chaque nouvelle vidéo postée fera vibrer les âmes et illuminera les visages de millions de fans dévoués et adorateurs. Je me laisse volontiers engloutir par cette mer infinie et impénétrable de pixels, de codes et de possibilités inexplorées.
naviguant avec acharnement dans l'étendue virtuelle, en quête incessante de cette île lointaine et escomptée de la renommée et de la reconnaissance universelle. Les heures indifférentes et implacables s'évanouissent dans cette danse éternelle et hypnotique. Les aiguilles de l'horloge, avec une indifférence cruelle, semblent se moquer ouvertement de mon obsession. Mais un rêve, tel un voleur silencieux et insaisissable, m'arrache soudainement à mon sanctuaire numérique, à mon trône électronique. Dans un mouvement involontaire, ma tête tombe sur le clavier froid. Mes doigts relâchent leur emprise tendue, et le sommeil, tel un océan sombre, m'emporte doucement dans ses bras ombrageux et enveloppants. Dans cet abîme obscur et silencieux, un pacte maléfique et sournois m'attend patiemment. Tapi dans les ténèbres denses, prêt à s'éveiller sournoisement et à consumer sans merci mon âme naïve et égarée. Dans le labyrinthe de mon sommeil, un rêve se dessine, un paysage désolé s'étend, où la brume écarlate enveloppe un terrain aride, fendu par des crevasses profondes. Les échos d'un vent lugubre murmurent des lamentations, caressant les ombres qui dansent fébrilement. Alors que je m'avance, un sentier se dessine, tracé par des pierres lumineuses aux teintes pourpres, ces dernières m'invitant dans une marche solitaire. Je marche, chaque pas résonne, fusionnant avec le souffle du vent, créant par le même fait une mélodie funèbre. Au bout du chemin, une silhouette se dresse, baignée dans une lumière cramoisie. Un homme aux traits indéchiffrables, vêtu d'un costume noir comme l'ébène, m'observe de ses yeux. Une table est dressée devant lui, et sur cette dernière, un bout de papier, un stylo et un encrier renfermant un liquide écarlate. Le personnage m'adresse la parole. Sa voix est un velours sombre, bercé d'une mélodie ensorcelante. Il parle d'une proposition, d'une offre de gloire et de succès, un pacte pour m'extirper des profondeurs de l'obscurité numérique. Son doigt effilé pointe le contrat. Les mots sur le contrat forment une danse macabre, un hymne à la renommée. Ma vision se brouille, les mots s'entremêlent, mais certains ressortent plus que d'autres. Gloire, fan, pouvoir, argent. Dans ce rêve où la raison sommeille, j'ai saisi le stylo. Je le trempe dans l'encre rougeoyante. Et après un instant d'hésitation, je finis par signer. Le pacte est scellé. L'homme s'évapore dans l'éther, emportant le contrat et quelque chose d'autre avec lui. Je m'éveille, le souffle court, le rêve se dissipant lentement, se fondant dans l'oubli. J'émerge de ce dernier, quelque peu confus, mes doigts frémissent. La réalité me rappelle. Faut que je retourne bosser sur des vidéos. Après quelques semaines, quelque chose de fascinant arrive. Je trône au zénith du monde virtuel. Mon nom, un écho omniprésent, rebondit dans les confins infinis de l'Internet. À chaque nouvelle vidéo, une pluie de likes, un déluge de commentaires louangeurs et une avalanche de partages m'inondent. Les chiffres en perpétuelle ascension explosent au-delà de mon écran. À chaque nouveau palier, je frémis d'euphorie. Porté par les flots tumultueux de la gloire et de l'admiration, je me sens intouchable, inarrêtable. Mais insidieusement, un changement imperceptible s'immisce en moi, silencieux, dissimulé dans l'ombre de mon succès. Les jours se mettent à défiler en un éclair, se fondant l'un dans l'autre dans une cadence effrénée. L'emprise du temps se dissout dans ce maelstrom de notoriété. Les détails de mon quotidien finissent par se perdre. Le goût de ma nourriture, les éclats de rire partagés avec mes amis, la chaleur douce du soleil caressant mon visage. Tout s'efface, tout se brouille. Mon existence entière se comprime derrière l'éclat froid et lumineux de mon écran, se résorbant en une caméra et une audience virtuelle en perpétuelle expansion.
Le cycle du jour et de la nuit se confond dans une valse incessante, et je me découvre prisonnier d'instants volatiles, de tranches d'heures englouties dans les abîmes de ma mémoire fragmentée. Un malaise insidieux et rampant infiltre mon être. Une angoisse sourde que je fais tout mon possible pour essayer d'ignorer. Puis, un jour, au beau milieu d'une vidéo dont les prémices m'échappent déjà, je gèle. Mes yeux, croisant mon reflet dans le miroir, découvrent un visage méconnaissable. Des orbites vides, un masque inexpressif. Depuis combien de temps est-ce que je suis pas sorti de chez moi? Le rêve me remonte à l'esprit. Le démon, hôte nocturne de mes cauchemars, s'avère plus réel que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Il s'incarne en moi, pulsant son venin dans les veines de mon existence usurpée. Mes mains s'animent d'une vie propre, échappant à mon contrôle. Mon enveloppe charnelle, désormais l'hôte de cette entité abjecte, ne m'appartient plus, tandis que mes cris résonnent dans le vide de mon esprit asservi. J'entends son rire sadique vibrer en moi, savourant ma détresse, se gorgeant de mon désespoir. Trop tard. La terrible prise de conscience foudroie mon être brisé. Le prix exorbitant de mon succès se révèle une toute autre horreur. Ce n'est pas mon âme que j'avais perdue, mais bien mon essence, mon être tout entier, était désormais la maison de cette chose. À l'aide, si vous entendez cette vidéo, vous devez m'aider. Dès que j'ai franchi les portes du complexe, une sensation d'accomplissement m'a envahi. Ce lieu, cette forteresse technologique, était le fruit de notre génie et surtout de notre ambition. Au cœur de ces murs renforcés, le projet Chimère promettait d'inscrire nos noms dans l'histoire. L'air était chargé d'une anticipation électrique. Les couloirs bourdonnaient d'activité. Chaque scientifique, chaque technicien, chaque employé semblait vibrer à l'unisson d'une mission plus grande que la somme de nos parts. Mon rôle, crucial, était de superviser et d'analyser le comportement du monstre. Oui, le monstre, car malgré tout notre jargon scientifique, c'était exactement ce qu'il était. Les premiers jours, je l'ai observé depuis la sécurité d'une salle d'observation. Séparé de cette abomination par une épaisse vitre blindée, j'étais à la fois fasciné et révulsé. Il était sauvage, imprévisible et massif. Les autres avaient tendance à dire qu'il était même féral. Mais pour moi, il était juste monstrueux. Il y avait des moments où il semblait se calmer, explorant son nouvel environnement avec une curiosité maladroite. Mais ensuite, comme un orage éclatant, sa véritable nature surgissait. Ses hurlements résonnaient dans tout le complexe. À chaque crise, je me sentais justifié dans ma conviction. Cette chose n'était rien d'autre qu'un danger à contenir et à contrôler. Nos interactions avec cette dernière étaient strictes, professionnelles. Chaque protocole, chaque test avait été conçu pour maximiser les informations, tout en minimisant les risques. Et malgré tout, il continuait de surprendre, de défier nos attentes, rendant chaque journée plus palpitante que la précédente. Mes collègues semblaient parfois hésitants, peut-être même un peu effrayés. Mais pas moi. Moi, j'étais là pour faire avancer la science, pour repousser les frontières de notre connaissance. La créature, avec tout son mystère et cette dangerosité, n'était qu'un outil pour atteindre cet objectif. Alors que les jours se transformaient en semaines, notre ambition grandissait. Nous étions prêts à prendre des risques, à pousser les limites pour obtenir des résultats. Je sentais que nous étions à la veille d'un grand succès, et rien, pas même cette bête, ne se mettrait en travers de notre chemin. Après près d'1 mois à faire des expériences sur la créature, le complexe scientifique, jadis un lieu d'innovation et d'excitation, était devenu une arène silencieuse, lourde d'attente. La froide lueur des néons se réverbérait sur les carreaux immaculés, créant une atmosphère stérile
qui contrastait avec le visage sauvage enfermé à l'intérieur de la salle d'observation. Dès le début, le projet Chimère avait été notre fierté, mais à mesure que les jours s'engrainaient, la tension montait. Les longs couloirs, auparavant remplis de rires et des conversations animées, étaient maintenant silencieuses, tous concentrés sur la créature et son comportement imprévisible. Chaque matin, en entrant dans la salle d'observation, je ressentais un mélange de fascination et de répulsion. La pièce était dominée par la vitre épaisse qui nous séparait du monstre, et derrière cette vitre, il attendait. Son corps massif et imposant contrastait avec les mouvements gracieux et presque calculés qu'il exécutait par moments. Mais malgré ces moments d'apparente tranquillité, je savais que c'était un prédateur, un monstre prêt à bondir. Les expériences se multipliaient, de plus en plus intensives. Nous le privions de sommeil, l'exposions des températures extrêmes. Nous testions ses réactions face à divers stimuli. Bref, la totale quoi. À chaque hurlement, à chaque mouvement de rage, je sentais une satisfaction étrange, presque perverse. C'était la preuve que nous avions le contrôle, que nous étions les maîtres de cette bête. Mais malgré tout, l'atmosphère changeait. Mes collègues parlaient à voix basse, lançant des regards inquiets vers la salle d'observation. Certains commençaient même à éviter le secteur, préférant rester à l'écart du monstre et de ses manifestations imprévisibles. Et puis il y avait ces moments de plus en plus fréquents, où la créature se tenait parfaitement immobile, fixant la vitre de son regard perçant, comme si elle pouvait voir à travers cette dernière, comme si elle pouvait me voir moi. Ces instants étaient lourds de sous-entendus, comme une partie d'échecs silencieuse entre nous. C'était comme si elle nous envoyait un message, un avertissement. Elle apprenait, elle évoluait, et surtout elle nous observait. Cette tension palpable a atteint son paroxysme un soir, alors que je restais tard pour observer la créature. Seul dans la salle, je pouvais entendre le bourdonnement des machines et le souffle rauque de la bête. Tout à coup, elle s'est levée et a approché de la vitre. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une peur viscérale, une prise de conscience que, malgré tout notre savoir, nous avions peut-être quelque chose que nous ne pouvons ni comprendre ni contrôler en captivité. Je me suis levé et j'ai quitté la salle d'observation. Mais cette nuit-là, le regard de la créature m'a hanté, me rappelant que le projet Chimère avait peut-être des conséquences que nous n'avions pas anticipées. En me réveillant ce matin-là, il y avait quelque chose dans l'air, une électricité, une tension palpable qui s'accrochait à la peau. Lorsque je suis arrivé au complexe, les couloirs étaient étrangement silencieux, à l'exception des doux bourdonnements des lumières fluorescentes. À mesure que je m'approchais de la salle d'observation, cette sensation d'inquiétude se transformait en une véritable angoisse. Avant même d'entrer, les marques de griffes profondément incrustées sur les portes blindées m'ont immédiatement indiqué que quelque chose n'allait pas. En franchissant la porte, le chaos était partout. Les machines, les appareils, autrefois soigneusement alignés, étaient renversés ou détruits. Des papiers et des notes étaient éparpillés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était la vitre. Cette épaisse vitre de sécurité, auparavant immaculée, était maintenant réduite en 1000 morceaux. Les autres chercheurs se ressemblaient en petits groupes, chuchotant entre eux. Leurs visages étaient livides, leurs yeux exorbités par la peur. L'air était lourd d'une terreur silencieuse. Certains avaient les mains qui tremblaient, tentant de reprendre leurs notes, cherchant désespérément une explication, un sens à tout cela. D'autres se tenaient à l'écart, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol, comme pour échapper à la réalité de la situation. L'impact de la créature sur nous était évident. Pour la plupart, elle avait toujours été une aberration, un sujet d'étude, mais maintenant, face à cette évasion, elle était devenue un véritable monstre, une menace imminente. Les bruits, même les plus insignifiants, étaient interprétés comme sa présence, provoquant des sursauts de panique parmi les chercheurs. Le moindre écho, le moindre souffle était perçu comme un signe de sa proximité. Chaque ombre,
Chaque recoin sombre du complexe devenait une cachette potentielle pour cette créature. Elle n'était plus cette masse de chair et d'os que nous analysions, mais un danger bien réel. Je me suis rappelé les premiers jours que nous l'avions capturée, comment elle était effrayée, comment elle semblait perdue. Mais à présent, c'était elle qui nous terrifiait. Dans nos esprits, elle n'était plus qu'une bête sauvage, imprévisible et féroce. Alors que la nuit tombait, le complexe était en émoi. Des équipes étaient formées pour traquer et capturer la créature. Les lumières étaient allumées, les couloirs patrouillés. Mais malgré nos efforts, elle demeurait insaisissable. Assis seul dans mon bureau, j'ai tenté de rassembler mes pensées. J'ai réalisé que nous avions créé notre propre cauchemar. Un monstre qui, dans l'obscurité de cette nuit, nous chassait tout autant que nous la chassions. Et le plus terrifiant, c'était que nous ne savions pas qui serait la proie ou le prédateur. C'est là que j'ai vu mon carnet de notes dépasser. Je me suis mis à lire, espérant que mon esprit pourrait focusser sur autre chose. Rédigé par le Dr. Elion. Depuis le début de nos expérimentations, nous avons découvert et classé de nombreuses créatures. Mais aucune n'a jamais été aussi intrigante et effrayante que la créature 010. Ce spécimen, retrouvé dans des conditions mystérieuses, a été sujet à de nombreuses études depuis son arrivée au laboratoire. Description physique. La créature 0010 se présente avec une stature imposante et verticale. Elle possède 2 membres inférieurs qu'elle utilise pour sa locomotion. Sa peau, étonnamment versatile, peut varier d'une teinte claire à foncée. Elle est généralement lisse avec des régions définies de pilosité, une chevelure sur le sommet de la tête et d'autres zones disséminées sur son corps. Elle possède 2 yeux proéminents avec une gamme de couleurs qui semble refléter son état émotionnel. Elle est également équipée de 2 bras longs et musclés, ces derniers se terminant par 5 appendices. Comportement. La créature 0010 est une énigme comportementale. Elle montre des signes évidents d'intelligence, résolvant des problèmes et montre une capacité d'intelligence rapide. Toutefois, elle est également fortement guidée par des instincts qui semblent ancrés profondément en elle. Ses vocalisations sont variées et complexes, suggérant un langage ou, du moins une forme de communication sophistiquée. Bien que capable d'émotions allant de la joie à la colère, elle a des épisodes d'agressivité qui nécessitent une extrême prudence lors des interactions. Alimentation. La créature 0010 a montré une adaptabilité alimentaire remarquable. Elle est omnivore par nature, consommant une vaste gamme d'aliments. Elle démontre une préférence pour certaines substances, mais sa vraie force réside dans sa capacité à digérer à la fois des matières végétales et animales. Cela lui donne un avantage dans des environnements variés où la nourriture peut être rare. Réflexion supplémentaire. Il est crucial de noter que malgré sa capacité à montrer des émotions et une intelligence apparente, la créature 0010 demeure un mystère. Son origine, ses motivations et son véritable potentiel restent inconnus. Toutefois, elle est sans doute le sujet le plus captivant que nous ayons jamais eu l'honneur d'étudier. Conclusion. Face à un tel spécimen unique en son genre, il est impératif de lui donner un nom à la hauteur de sa mystérieuse grandeur. Après avoir examiné ses caractéristiques, ses comportements et sa nature énigmatique, j'ai décidé de nommer cette créature redoutable humain. Je travaille dans une station-service en Pennsylvanie rurale. C'est un boulot assez ennuyeux, mais c'est simple à faire et le salaire est très correct. Il y a quelques semaines, un nouveau est arrivé. Il s'appelle Jérémy. Jérémy est pour le moins étrange. Il a environ 25 ou 26 ans et parle très peu. Mais ce dernier a le rire le plus flippant que j'ai jamais entendu. Mon patron et moi l'avons remarqué, mais comme cela n'a jamais posé de problème, nous n'avons pas eu besoin d'intervenir. Aucun client ne s'est jamais plaint de lui, et il fait toujours correctement son travail.
Du moins, jusqu'à il y a quelques semaines. C'est à ce moment que des choses ont commencé à disparaître. Le vol par les employés peut être un problème dans n'importe quelle entreprise de vente au détail. Et il n'y a qu'une seule personne à la fois qui travaille dans cette station-service. Il y a environ 2 semaines, mon patron a remarqué une pénurie d'huile moteur. Au début, quelques bidons disparaissaient, puis c'était des étagères entières et des cartons dans l'arrière-salle. Très vite, des livraisons entières disparaissaient le jour après leur arrivée, et cela se produisait toujours après les quarts de Jérémy. Mon patron a regardé les enregistrements de la caméra de sécurité de chaque nuit où Jérémy travaillait, mais il n'a jamais pu le prendre sur le fait. Jérémy fermait à chaque fois à la fin de son service, puis l'huile à moteur disparaissait le lendemain. D'habitude, c'est mon patron qui emporte les cassettes chez lui pour essayer d'attraper Jérémy en flagrant délit. Mais hier soir, sa fille avait un match de softball. Il m'a donc demandé de regarder la cassette à sa place. Il m'a proposé de me payer des heures supplémentaires en dessous de la table. Donc j'ai bien sûr accepté. Il a 3 caméras, donc il m'a donné 3 cassettes différentes à vérifier. Je m'attendais à une longue nuit, mais j'essaie d'économiser pour des vacances, donc j'avais vraiment besoin de cet argent. J'ai ramené les cassettes chez moi, les ai mises dans un vieux magnétoscope et me suis installé. Les cassettes dataient d'il y a 2 jours, la dernière fois que Jérémy a fait travailler. Ce dernier avait commencé son quart de travail à 16 heures. Tout semblait normal au début. Il a compté sa caisse, a pris les relais de la fille qui travaillait avant lui et a attendu un client. La première personne entrée était Mademoiselle Templeton. L'heure indiquée sur la cassette était 16h03. Elle a pris ses cigarettes et un journal et a payé avec un billet de 20. Pour l'instant, rien d'inhabituel. Le client suivant est un habitant du coin nommé Ron. Il conduit une moto et vient généralement tous les quelques jours. Il a rempli son réservoir, pris un paquet de viande séchée, payé avec sa carte de crédit et est parti. Ensuite, c'est un gars avec un chapeau de cow-boy. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais comme dans toutes les stations-service, nous avons beaucoup de passants. Il a pris pour 40$ de diesel, a payé avec un billet de 100$ et est parti. J'ai soupiré. La seule chose la plus ennuyeuse que de faire ce travail est de regarder quelqu'un d'autre le faire. L'offre de mon patron était suffisante pour me garder attentif, alors j'ai laissé la cassette tourner. Tout semblait assez normal. J'avais l'impression que si Jérémy volait de l'huile de moteur, il savait que nous le soupçonnions maintenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez bête pour se laisser prendre devant les caméras. Le visionnage restait ennuyeux et routinier, jusqu'à 5 heures environ. À 17h03, Mademoiselle Templeton est revenue. Elle avait dû oublier quelque chose. Mais non, elle a acheté le même paquet de cigarettes qu'avant et le même journal. Elle a payé avec un autre billet de 20$. C'est étrange, mais après tout, elle est peut-être un peu tête en l'air. Elle était rendue à un âge assez avancé. Je me suis dit que Jérémy aurait dû lui dire qu'elle avait déjà ses cigarettes, mais ce n'est pas contre les règles de vendre 2 fois la même chose à quelqu'un. C'est alors que Ron est revenu. Il a acheté un autre plein d'essence pour sa moto et le même paquet de viande séchée. Il a payé avec sa carte de crédit à nouveau. Pas de problème, je me suis dit que c'était juste une coïncidence. Mademoiselle Templeton est peut-être un peu tête en l'air, et je ne serais pas surpris que Ron possède plus d'une moto. C'est alors que le gars au chapeau de cow-boy est revenu. Un frisson m'a parcouru le dos. Ne prends pas de diesel, ne prends pas de diesel. Mais il l'a fait. Il a pris 40$ de carburant diesel et a payé avec un billet de 100$. Chaque mouvement qu'il a fait était identique à sa première visite, jusqu'à la façon dont il se grattait le nez avant de sortir. Soit ce type est riche, possède beaucoup de camions et vient d'emménager en ville, soit quelque chose de vraiment bizarre s'est passé. J'ai continué à regarder. Chaque client pendant l'heure suivante était le même qu'auparavant. Chacun d'entre eux. J'étais sérieusement confus. Mademoiselle Templeton est revenue. Elle a acheté ses cigarettes et son journal à nouveau, et a payé avec un billet de 20$. Je pensais que j'allais perdre la tête. Je n'ai regardé que 30 minutes de plus avant de commencer à avancer rapidement le reste. C'était tout pareil. Chaque client entrait exactement aux mêmes heures, à une heure d'intervalle exactement. Je sais ce que vous pensez.
Ce petit malin de Jérémy avait trafiqué les cassettes. Il avait passé en boucle sa première heure de travail encore et encore. Mais ce n'était pas le cas. Il y a des fenêtres autour de la caisse que la caméra couvre, et j'ai regardé la lumière du soleil s'estomper à mesure que le temps passait. La routine de Jérémy ne bouclait pas. Il balayait, lavait, réapprovisionnait et faisait toutes ses tâches exactement comme on pourrait s'y attendre. Mais les mêmes clients continuaient d'entrer. Je paniquais à ce moment-là. Quelque chose n'allait vraiment pas avec ce que je voyais, et je n'avais aucune explication. J'ai avancé rapidement jusqu'au moment où il a fermé et est sorti vers sa voiture. Il n'a rien volé, mais j'ai continué à regarder juste pour m'assurer. J'ai avancé rapidement une dernière fois, vers minuit. À exactement minuit 3, comme par magie, le visage de Jérémy apparaît sur la caméra. Je ne veux pas dire qu'il a bougé sa tête pour apparaître à la vue. Je veux dire qu'une seconde, la boutique était vide. La seconde suivante, son visage était tout ce que je pouvais voir. Il ne regardait pas la caméra. Il me regardait. J'en étais sûr. J'ai crié, tâtonné pour la télécommande. Au moment où j'ai réussi à la prendre, il avait disparu, aussi soudainement qu'il était apparu. Une image, il était là. L'image suivante, plus rien. Mes mains tremblaient. Mais j'ai inséré une autre cassette. L'autre caméra intérieure montre l'arrière de la zone de la caisse. Et je serais capable de voir comment il avait fait pour montrer son visage dans la caméra comme ça. J'ai avancé jusqu'à minuit 3. Mais il n'y avait rien. J'aurais dû le voir debout sur une chaise ou quelque chose. Mais il n'était pas là. Je ne l'ai pas vu entrer dans le magasin du tout après qu'il soit parti. C'est comme s'il n'était pas vraiment là. Il ne connaît pas le code de sécurité. Et aucune alarme n'a été déclenchée cette nuit-là après qu'il ait fermé. Ce que j'ai vu cependant, c'était qu'à minuit 3, l'huile à moteur a disparu de l'étagère. Toute l'huile. Comme le visage de Jérémy. Une seconde elle était là, et la suivante, plus rien. J'ai éteint cette vidéo et je suis allé me coucher. Mais je n'ai pas vraiment dormi. Mon corps était épuisé en ce moment, mais mon esprit est en ébullition. Cette vidéo était sans doute la chose la plus effrayante et perturbante que j'ai jamais vue de ma vie. Je travaille dans quelques heures. Mon patron m'a demandé de ramener les cassettes et de lui faire savoir ce que j'ai trouvé. Mais vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Jérémy travaille ce soir, juste après moi. Le plan est que mon patron vienne juste avant et que, à nous deux, nous le confrontions. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je suppose que je devrais montrer les cassettes à mon patron, mais je ne veux pas les regarder avec lui. Je ne veux plus jamais voir quelque chose comme ça. Je ne peux pas sortir de mon esprit l'image de Jérémy souriant directement dans la caméra. C'était le regard le plus effrayant que j'ai jamais vu sur le visage d'un être humain. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de dormir un peu. Je vous ferai savoir ce qui se passe. Mise à jour depuis mon téléphone. Mon patron vient de finir de regarder la dernière des cassettes. Je lui avais dit à quoi s'attendre, mais on ne peut pas vraiment préparer quelqu'un à quelque chose comme ça. Il est terrifié, et Jérémy doit arriver à 16h. Nous avons un peu plus d'1 heure pour nous préparer, mais aucun de nous ne sait quoi lui dire. Est-ce que c'est juste un type perturbé qui aime voler de l'huile à moteur? Je ne sais pas ce qui se passe, tout semble fou. Mon patron a dit qu'il n'avait jamais remarqué quelque chose comme ça sur les autres cassettes, mais la façon dont il est apparu sur celle-ci me fait penser qu'il savait que je le regardais. C'est comme s'il voulait que je voie ce qu'il pouvait faire, comme s'il se vantait ou quelque chose. La façon dont il a souri dans la caméra était comme un petit enfant, vous montrant un château de sable qu'il venait de construire. Je dois probablement sembler fou. Je me sens fou. Je vais parler un peu plus à mon patron. Nous devons nous calmer et comprendre comment gérer ça. Mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment sur la façon dont ça va se passer. Mise à jour, 16h33. Aucun signe de Jérémy. J'ai essayé de l'appeler mais son téléphone a été déconnecté. Nous appelons la police. Mise à jour, 17h33. Aucun signe de Jérémy. J'ai essayé de l'appeler mais son téléphone a été déconnecté. Nous appelons la police. Mise à jour finale,
10h33. Je me suis finalement endormi hier soir vers 4h. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suppose que l'épuisement a finalement eu raison de moi. Ce matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. C'était mon patron. Il m'appelait depuis environ 6 heures. Il s'est réveillé quand le temps a repris son cours la nuit dernière et a immédiatement appelé la police. Ils sont venus voir ce qui n'allait pas et il leur a tout raconté. Les policiers d'ici ne sont pas vraiment habitués à des gros cas de ce genre. Ils étaient plus préoccupés par l'huile moteur manquante que par tout le reste. Fort heureusement, nous gardons toutes les candidatures de nos employés dans nos dossiers. Et comme Jérémy vient de commencer à travailler ici, la sienne était facile à trouver. Ils ont vérifié l'adresse dessus et se sont dirigés vers sa maison. Vous n'allez pas croire ce qu'ils ont trouvé. L'adresse que Jérémy a indiquée sur sa candidature était un terrain vide, ou du moins, maintenant il l'est. Il y avait une maison là, mais elle a brûlé en 1993. Étant une petite ville, presque tout le monde se souvient de cet incendie. Une famille de 4 personnes y vivait à l'époque. La rumeur voulait qu'ils avaient eu un fils étrange. Ce dernier était assez discret et ne parlait presque jamais. Du moins, c'est ce que la rumeur disait. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'après une enquête d'assurance, l'incendie a été classé comme un incendie criminel. Toute la maison était imbibée d'huile et incendiée avec un cocktail Molotov. Toute la famille dormait quand cela s'est produit. Aucun d'entre eux n'a jamais survécu. Ils n'ont jamais attrapé le gars qui l'a fait. La rumeur dit que lorsqu'ils ont essayé de contacter le fils, personne ne pouvait le trouver. Quand mon patron m'a appelé pour me raconter tout ça, j'ai paniqué. Ensuite, il m'a demandé de venir à la station-service. Je n'avais vraiment pas envie de venir, mais il m'a assuré que les policiers étaient là avec lui. Ensuite, il m'a dit quelque chose qui m'a bouche bée. Le FBI était également en ville, et ils allaient me parler d'une façon ou d'une autre. Alors je pouvais venir, ou ces derniers allaient venir me chercher. Il était environ 7h15. 4 hommes en costume m'ont accueilli et m'ont dit de m'asseoir. Je leur ai parlé de Jérémy, de la cassette de sécurité, de la nuit dernière au travail. Tout quoi. Finalement, après que j'ai fini, l'un des agents a dit « Ah merde, nous en avons encore un autre entre les mains. » Puis ils m'ont fait signer un tas de papiers, disant que je ne dirais à personne ce qui s'était passé. Après cela, ils m'ont laissé repartir chez moi. Je ne suis pas sûr de savoir moi-même quoi faire. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. J'ai quelques courses à faire aujourd'hui. Et ensuite, je dois aller au travail pour récupérer quelques cassettes. Mon patron et moi pensons que ce nouveau gars, Jérémy, vole de l'huile à moteur. Et je dois regarder les images de sécurité pour voir si je peux le prendre en flagrant délit. J'ai une meilleure chose à faire, mais mon patron me paie des heures supplémentaires. Et j'essaie d'économiser pour des vacances, donc j'ai vraiment besoin de cet argent. David s'installa confortablement sur son canapé vieilli, une tasse de thé chaud à la main. Il avait toujours adoré la façon dont la lumière du crépuscule jouait avec les ombres de son appartement. Cela donnait un effet presque théâtral qui donnait une vie aux meubles et aux souvenirs accrochés au mur. Vivant dans cet appartement depuis ce qui lui semblait être une éternité, il ne pouvait nier qu'il s'y sentait en sécurité. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Il avait commencé par remarquer des petits détails, des choses presque imperceptibles. Une tasse de café qui se déplaçait sur la table basse. Un murmure léger d'une chanson sans source apparente, alors qu'il était sûr que la radio était éteinte. Un souffle froid qui traversait la pièce, même lorsque toutes les fenêtres étaient fermées. Au début, David a essayé d'ignorer ces incidents, les attribuant à la fatigue ou même à l'oubli. Mais ces anomalies devinrent de plus en plus difficiles à négliger. Son reflet dans le miroir semblait parfois hésiter, comme s'il n'était pas tout à fait synchronisé avec lui-même. Les photos accrochées au mur semblaient changer. Les visages souriants de ses amis et de sa famille prenaient des expressions confuses. Le clou du spectacle fut quand il entendit des pas dans son salon, des pas lourds arrêtés, comme si quelqu'un hésitait à avancer. David se redressa, son cœur battant la chamade.
Il connaissait chaque bruit de cet appartement. Le grincement du plancher près de la fenêtre, le bourdonnement du réfrigérateur en fond sonore. Ses pas n'avaient rien de naturel. Poussé par un mélange de peur et de curiosité, David se leva et marcha vers l'endroit d'où provenaient les bruits. Il fouilla chaque recoin de son salon, chaque cachette possible, mais il n'y avait personne, rien. Perturbé mais toujours rationnel, il s'est dit qu'il pourrait y avoir une explication logique à tout cela. Peut-être étaient-ce des voisins bruyants, ou même des problèmes de plomberie, qui sait. Ouais, c'était sûrement ça, mais au plus profond de lui, une voix insistante lui murmurait qu'il se trompait. Quelque chose n'allait pas, quelque chose d'étrange et d'inexplicable. David se tenait dans le pénombre, son regard fixé sur la vieille horloge murale dont les aiguilles indiquaient minuit. Il avait pris une décision. Il allait mener une enquête nocturne pour essayer de découvrir la cause des phénomènes étranges qui se déroulaient dans son appartement. Une caméra vidéo était posée sur la table, prête à capturer le moindre mouvement anormal. Après avoir vérifié plusieurs fois que la caméra était bien en marche, David se positionna dans le salon, essayant de calmer sa respiration. Les minutes s'étiraient comme des heures, chaque tic-tac de l'horloge amplifié jusqu'à ce qu'il résonne comme un tambour dans sa tête. Puis cela arriva, un chuchotement, si bas qu'il aurait pu être le vent, si seulement les fenêtres avaient été ouvertes. Le son semblait provenir de la chambre. Avec une hésitation palpable, David avança à pas feutrés, chaque fil de son être lui criant de faire demi-tour. Mais il devait savoir. Il devait comprendre. Il poussa lentement la porte de la chambre. Le grincement du bois sur les charnières semblait étonnamment fort dans le silence. Et puis, il vit. Rien. Pas une ombre, pas une silhouette. Juste le vide de la pièce normale. Déconcerté, David retourna vers la caméra, la vision nocturne illuminant son visage tendu. Pourtant, en passant près de son lit, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. L'oreiller était légèrement foncé, comme si quelqu'un venait tout juste de s'en servir. David se sentait comme s'il avait été plongé dans un océan d'incertitude, incapable de distinguer la réalité de l'irréel. Mais une chose était claire, il n'était pas seul dans cet appartement. Ou plutôt, quelque chose partageait son espace, invisible mais indéniablement présent. Il attrapa la caméra et l'arrêta, un sentiment de malaise s'installant en lui. Son propre chez lui, son refuge n'était plus un lieu sûr. Il se sentait maintenant comme un intrus dans ce qui était autrefois son sanctuaire. Les questions tournaient en boucle dans sa tête, mais les réponses demeuraient insaisissables. La véritable horreur, c'était de ne pas savoir, et pour l'instant, l'ignorance était tout ce qu'il avait. Les nuits sans sommeil s'étaient accumulées, et David commençait à être au bout. Après ce qui lui semblait être des semaines, il se décida finalement à faire face à ses peurs, une fois pour toutes. Armé d'une lampe de poche et d'une détermination résolue, il passa au peigne fin chaque recoin de son appartement, et c'est là qu'il l'a trouvé. Un journal, son propre journal intime. Mais quelque chose n'était pas correct. Les écrits en encre noire étaient décolorés et semblaient dater d'il y a bien des années. Les pensées de David étaient floues et il était sûr de ne pas avoir écrit ce qu'il y avait dans le journal. Les entrées parlaient des moments de sa vie qu'il ne reconnaissait pas, d'amis qu'il n'avait jamais eus, et plus effrayant encore, de sa vie dans un nouvel appartement. David, terrifié par sa découverte, lança le journal contre le mur. Il courut dans l'autre pièce pour essayer de s'échanger les idées. Son regard finit par se poser sur une bouteille de rhum posée sur le comptoir. Ce serait son meilleur ami cette nuit. David finit par s'endormir, la bouteille à moitié pleine à côté de lui. À son réveil, il le vit, encore une fois. David essayait de se tenir à l'écart, silencieux, les yeux rivés sur le nouveau venu de son appartement.
Chaque soir, chaque minute, il se sentait de plus en plus envahi, de plus en plus déconnecté de son propre chez-soi. La silhouette devenait de plus en plus tangible, presque réelle, comme si cette dernière gagnait en substance à chaque nouvelle apparition. Et ce soir, une nouvelle figure venait de franchir le seuil. Une vieille femme aux cheveux argentés et au regard perçant. Le fantôme, celui qu'il avait vu tant de fois, semblait connaître cette femme. Il se tenait à une distance respectueuse, tandis que la vieille femme avançait dans le salon. Cette dernière semblait à l'aise, comme si elle était en terrain familier. David, pour sa part, ne pouvait qu'observer et crier, mais ses paroles semblaient tomber dans les oreilles d'un sourd. Il ne pouvait que les observer, les voir parler dans un échange qu'il ne pouvait entendre ni comprendre. Est-ce que la femme était également un fantôme? Son appartement, pourtant normal, était-il en train de devenir un nexus d'une maison hantée? L'étrange femme se mit à murmurer, levant les bras, comme si elle effectuait une sorte de rituel. Le fantôme observait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Le plus inquiétant, c'était leur aisance. Cette dernière murmurait des paroles qu'elle semblait avoir dites des milliers de fois dans sa vie. David se sentait de plus en plus marginalisé dans son propre appartement. Il tenta de les toucher, leur lancer des objets, les inciter à partir, mais elle ne pouvait clairement pas l'entendre, et tout objet que David lançait passait simplement au travers d'eux. Après ce qui semblait être une éternité pour David, la vieille femme baissa les bras et échangea un dernier regard avec le fantôme. Cette dernière sortit avec un sourire en coin, et le jeune fantôme sortit également avec elle. David se tenait isolé dans l'obscurité du coin de la pièce, le regard lourd, fixant la porte par laquelle les fantômes venaient de partir. Ce n'était pas simplement l'étrangeté de voir ce fantôme entrer et sortir à sa guise qui le mettait dans ces états. Non, c'était bien plus écrasant que ça. Une tristesse abyssale commençait à s'installer en lui. Un vertige spirituel qui semblait vouloir effacer chaque parcelle de son être. Comme si son essence même commençait à se déliter. Et c'est alors que ça commença. David, comme frappé par une douche froide, commençait à se souvenir. Des images floues commençaient à déferler devant ses yeux, renversant les barrières du temps et de l'oubli. Il se revit jeune, vivant dans un monde tout autre, un monde de chapeaux et de gants, de voitures qui grondaient en émettant des fumées d'échappement, de téléphones à manivelle et de conversations interminables sur des fils de cuivre. Et dans ce monde, il y avait Élise, sa femme. Oh, comme cette dernière avait une beauté à vous couper le souffle. Un visage qu'il avait chéri plus que tout. Sa mort tragique en 1920 était un abîme sans fin. Et cet abîme engloutissait maintenant chaque fragment de bonheur qu'il avait pu connaître. La douleur, le désespoir et une solitude insondable. Toute la tristesse ressurgit, lui déchirant le cœur de manière insupportable. Et c'est là que David comprit. La vérité éclata dans son esprit comme un glas funèbre. Il n'était pas, ou du moins il n'était plus, le locataire de cet appartement. Non, il n'était même plus un occupant de cette réalité. Il était un écho, la dernière trace d'un homme qui avait vécu et aimé dans un monde disparu à jamais. Il était le spectre qui hantait ses murs, qui hantait ses propres souvenirs. Le jeune homme n'était pas l'intrus. David était le fantôme, une ombre silencieuse prisonnière d'une existence qu'il ne pouvait ni toucher, ni changer, ni même quitter. Je suis rentré chez moi épuisé après une journée de travail interminable. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur mon canapé et ne penser à rien. Je ne voulais même pas cuisiner. Alors, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans ma situation.
J'ai ouvert l'application Uber Eats sur mon téléphone. Après avoir parcouru quelques options, mon choix s'est porté sur des sushis. Ça faisait longtemps après tout, je méritais bien ça. J'ai passé ma commande et me suis dirigé vers la salle de bain pour prendre une petite douche rapide. Alors que l'eau chaude détendait mes muscles, je réfléchissais à la série que je pourrais regarder en mangeant. Quand j'ai enfin éteint l'eau et enroulé une serviette autour de moi, une notification est apparue sur mon écran. Ah, parfait. Je me suis habillé et me suis installé devant la télévision. L'anticipation grandissante à chaque minute. Enfin, j'ai entendu la sonnette. Je me suis levé et suis allé ouvrir la porte, prêt à savourer mon délectable repas. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Juste le sac de nourriture posé sur mon paillasson. Bon, un peu étrange. D'habitude, les livreurs attendent qu'on récupère la commande. Peut-être que c'était des nouveaux protocoles sanitaires de Uber Eats. Pour éviter les contacts directs, qui sait? J'ai pris le sac, l'ai ramené à l'intérieur et l'ai ouvert. Tout semble en place. Une boîte de sushis bien scellée, un petit récipient de wasabi et mes baguettes. Je me suis servi un verre d'eau, me suis assis devant la télé et j'ai commencé à déguster mon repas. Ah, le premier sushi était délicieux. Exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je prenais un deuxième morceau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange caché sous le wasabi. C'était un petit morceau de papier plié en deux. J'ai posé le sushi et j'ai pris le papier. Intrigué et un peu confus, je l'ai déplié et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Bon appétit, je sais où vous habitez maintenant. Mon cœur s'est mis à battre à la chamade. Je me suis levé d'un bond et couru vers la porte et l'ai verrouillée. Ensuite, j'ai fait de même avec toutes les fenêtres. J'ai appelé la police qui est arrivée environ 20 minutes plus tard. Ils ont pris ma déclaration, ont inspecté les alentours de mon appartement et ont même vérifié la nourriture. Mais il n'y avait rien. Ils sont repartis en me disant de rester vigilant et de les rappeler s'il s'est passé quoi que ce soit. Comment est-ce qu'ils espéraient que je sois vigilant alors que je ne me sentais même pas en sécurité chez moi? J'ai passé la nuit à guetter le moindre bruit, sursautant au moindre grincement. Les jours suivants, j'étais sur le qui-vive. Chaque bruit, chaque regard me faisait sursauter, chaque sonnette m'inquiétait. Et même si rien de plus n'est arrivé depuis ce soir-là, le sentiment d'insécurité ne m'a jamais quitté. J'ai vérifié les serrures plusieurs fois avant de me coucher. Je jette un coup d'œil anxieux à chaque fois que je dois ouvrir la porte. Je ne sais pas qui a écrit ce message, ni pourquoi, mais il a réussi à transformer ma vie que je considérais comme très sécuritaire en une foutue prison de terreur. J'ai toujours été passionné par la photographie, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu les moyens d'investir dans un bon appareil photo. Après avoir reçu ma première paye de mon nouveau travail, j'ai décidé qu'il était temps de me lancer. Néanmoins, pour rester raisonnable côté budget, j'ai opté pour un appareil d'occasion. Mon choix s'est porté sur Facebook Marketplace, un endroit où j'avais déjà fait quelques bonnes affaires. J'ai passé un certain temps à fouiller à travers les différentes annonces, jusqu'à en trouver une qui semblait parfaite. Un appareil photo réflexe numérique de bonne marque, en excellent état, à un prix défiant toute concurrence. C'était parfait. J'ai rapidement envoyé un message au vendeur, qui a répondu presque instantanément, ce qui était surprenant sur Facebook. Après quelques échanges pour discuter des détails et vérifier l'authenticité de l'objet, nous avons convenu de nous rencontrer dans un parking public bien éclairé le lendemain. Arrivé sur place, j'ai stationné ma voiture et attendu. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est garée à côté de moi. Un homme d'une quarantaine d'années en est sorti. Il était bien habillé et affichait un sourire très amical. Il m'a salué et a ouvert son coffre pour révéler l'appareil photo soigneusement rangé dans son étui. Après avoir inspecté l'appareil et vérifié qu'il fonctionnait comme il se doit, j'ai sorti l'argent et effectué l'achat. Nous nous sommes serrés la main, avons échangé des sourires et des banalités, et sommes retournés à nos véhicules respectifs.
Une fois chez moi, j'étais impatient de tester mon nouvel appareil. J'ai sorti l'appareil de son étui et commencé à jouer avec les réglages. C'est alors que j'ai remarqué que la carte mémoire était encore dans l'appareil. Intrigué et, je l'admets, un peu curieux, j'ai décidé de voir ce qu'elle contenait. Peut-être des photos tests que le vendeur avait oublié de supprimer, qui sait. J'ai inséré la carte dans mon ordinateur et une fenêtre s'est ouverte pour révéler une seule photo stockée sur la carte. En cliquant dessus, un frisson m'a traversé tout le corps. C'était une photo de ma propre voiture. Mais on aurait dit que cette dernière était prise de l'extérieur de mon appartement. Elle semblait avoir été prise très récemment. Peut-être même ce matin-là. Tétanisé, j'ai appelé la police qui est venue prendre ma déclaration. Ils ont récupéré la carte mémoire pour l'analyser et ont patrouillé autour de mon appartement durant plusieurs jours. Mais ils n'ont rien trouvé. Leurs mains étaient liées. J'ai essayé de retrouver le profil du vendeur sur Facebook, mais ce dernier avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis cet incident, je regarde constamment autour de moi. Chaque fois que je rentre ou sors de chez moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un avec une caméra. Chaque voiture qui passe devient une source de suspicion. Mon propre foyer, qui devait être mon sanctuaire, est devenu un endroit qui me remplit de crainte. Quelque part, quelqu'un sait où je vis. Et je dois bien avouer qu'à chaque soir, je prie le ciel que cette personne ne soit pas mal intentionnée. Depuis des années, j'avais ce vieux fauteuil qui prenait de la place dans mon appartement. Il était confortable et avait une valeur sentimentale. Mais il était temps de le laisser partir. Après quelques recherches sur comment vendre des meubles d'occasion, j'ai décidé que Facebook Marketplace serait l'option la plus simple pour moi. J'ai donc pris plusieurs photos du fauteuil sous différents angles, écrit une description détaillée et publié mon annonce. Bon, ce n'était pas une œuvre d'art, mais c'était quand même relativement vendeur. C'était une belle pièce après tout. À ma grande surprise, les messages d'intérêt ont commencé à arriver presque immédiatement. Mais c'est un acheteur en particulier qui a retenu mon attention. Il a posé des questions très spécifiques sur les dimensions du fauteuil, la texture du tissu et même sur l'âge de l'objet. J'étais rassuré par son apparence sérieux. J'ai donc fixé un rendez-vous le lendemain sur un parking public à proximité de mon domicile. J'étais seul et je ne voulais pas prendre le risque d'inviter un inconnu chez moi. De toute manière, le fauteuil ne pesait pas plus que 40 livres. Donc je pouvais le bouger tout seul sans encombre. J'ai chargé le fauteuil dans ma voiture et suis arrivé sur le parking un peu d'avance. L'acheteur est arrivé quelques minutes plus tard, conduisant une camionnette assez âgée, mais bien entretenue. Après les salutations d'usage, il a minutieusement examiné le fauteuil. Satisfait, il a sorti son téléphone et m'a payé avec l'application PayPal. Il a ensuite chargé le fauteuil dans sa camionnette avec une efficacité qui montrait qu'il avait fait ça des dizaines de fois auparavant. Alors que nous étions sur le point de nous dire au revoir et que je commençais à me détendre, pensant que toute cette transaction s'était bien passée, il s'est tourné vers moi et m'a glissé un petit mot en papier et est parti directement avec sa voiture. Sur le papier, il n'y avait qu'une seule phrase qui, en la lisant, m'a glacé le sang. Ce fauteuil allait vraiment bien avec le reste de vos meubles, vous savez. Je n'ai pas su quoi dire. Comment pourrait-il savoir à quoi ressemblaient mes autres meubles? J'ai essayé de l'interpeller, mais il était déjà bien loin. J'étais là, seul, dans le parking, stupéfait et quelque peu inquiet. En rentrant chez moi, j'ai constaté que mon ordinateur était allumé. Ce qui était étrange, c'est que j'étais absolument certain de l'avoir éteint avant de quitter la maison. Le navigateur affichait ma page Facebook Marketplace. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai été vérifier mon historique de navigation. Non seulement quelqu'un avait consulté mon annonce pour le fauteuil, mais avait également regardé plusieurs de mes anciennes publications. Publications qui contenaient des photos de l'intérieur de mon appartement. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe et contacté la police. Malheureusement, en l'absence de preuves solides, ils ne m'ont pas vraiment cru.
Le profil Facebook de l'acheteur avait disparu, tout comme le numéro de téléphone qu'il avait utilisé pour me contacter. Depuis jours, je n'ai plus de profil Facebook, et je comprends un peu mieux pourquoi mes parents me mettent en garde contre les inconnus. On ne sait vraiment jamais sur qui on peut tomber de nos jours. Dans une vieille ville aux rues labyrinthiques, Alexandre erra jusqu'à une boutique ancienne, nichée entre deux bâtiments délabrés. La façade fanée de la boutique détonnait par rapport à son intérieur mystérieusement bien conservé. Parmi les objets qui s'y trouvaient, une poupée se détachait. Cette dernière ressemblait étrangement au défunt père d'Alexandre. Ramener la poupée à la maison semblait être une nécessité pour Alex, comme si une force invisible le poussait à le faire. Il la plaçait sur son bureau face à son lit, où chaque soir, il s'immergeait dans les souvenirs d'enfance. Il revivait ces moments passés avec son père. Ces derniers avaient été les piliers de sa jeunesse, une source constante de réconfort et de sagesse. La poupée avait des traits étonnamment réalistes. Cette dernière semblait apporter une présence tangible, similaire à celle de son père disparu. Les jours suivants furent étranges. Les souvenirs vivaces d'Alexandre commençaient à se modifier. Les images de son père enseignant la patience à travers la pêche, les dimanches passés à bricoler dans l'atelier, ou simplement les moments tranquilles passés à écouter la radio. Tous ces souvenirs étaient maintenant changés. Il voyait la poupée à la place de son père. Elle était partout, remplaçant son défunt père avec une précision cruelle dans ses souvenirs. La confusion d'Alexandre grandissait chaque jour. Il fouillait fébrilement ses albums photos, espérant y trouver des images de son père pour rafraîchir sa mémoire. Mais à chaque page, la poupée était là. Ses yeux vitreux et son sourire figé la fixaient depuis chaque photo, remplaçant les souvenirs chéris d'Alexandre. Pris d'une panique grandissante, Alexandre décida d'en finir. Il emporta la poupée jusqu'à la rivière qui serpentait la périphérie de la ville, et sans un regard en arrière, il la jeta dans les eaux sombres, espérant que la distance mettrait fin à l'emprise qu'il avait sur sa vie. Mais alors qu'il disparaissait dans les profondeurs, les derniers fragments des souvenirs d'Alexandre s'évaporèrent. Le visage de son père, autrefois clair comme le jour dans son esprit, était maintenant introuvable. Perdu dans une douleur incommensurable, Alexandre passait ses journées à déambuler près de la rivière, cherchant désespérément un signe, une trace, un fragment de son père. Mais tout ce qu'il voyait jour après jour était le reflet d'un homme brisé, hanté par une poupée, et la mémoire volée d'un père aimé. Au fur des jours qui avançaient, une pensée commençait à germer dans l'esprit d'Alexandre. Et si cette poupée était en réalité vraiment liée à son père? Les traits étaient si ressemblants après tout. Cette force mystérieuse qui l'avait poussé à l'acheter. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, l'âme de son père était incarnée dans cette poupée. Nuit après nuit, il rêva de son père. Ce dernier lui parlant des profondeurs de l'eau, l'appelant, lui demandant pourquoi il l'avait abandonné une seconde fois. Les rêves étaient si réels. Alexandre pouvait sentir l'étreinte de son père, entendre sa voix chaude, sentir l'odeur de son après-rasage. Un matin déterminé, Alexandre revint à la rivière. Il plongea, cherchant désespérément la poupée. Après ce qui lui semblait être des heures, ses mains touchèrent enfin le tissu familier de la poupée. Avec un regard rempli d'amour et de tendresse, Alexandre murmura tendrement « Je t'ai trouvé, papa ». Au moment même où ce dernier prit la poupée dans ses bras, il perdit conscience, se faisant engloutir par les flots. Quelques semaines plus tard, Jean-Michel, un ami de la famille, alla dans la boutique qu'Alexandre lui avait parlé au téléphone. Peut-être que là, il trouverait des réponses suite à la disparition de son ami. Et c'est là qu'il l'a vue, une poupée ressemblant comme deux gouttes d'eau à Alexandre. Sans trop y penser, il prit la poupée et l'amena avec lui. Dans la petite ville d'Aberville, alors que le crépuscule enveloppait les rues d'une atmosphère orangée et que les enfants se préparaient pour la nuit d'Halloween,
Une rumeur persistait depuis des générations. Elle concernait une vieille demeure victorienne. Cette maison, malgré son air délabré et son aura sinistre, attirait chaque année les enfants les plus audacieux. Selon la légende, la vieille femme qui y résidait offrait les meilleurs bonbons du quartier. Théo était, selon ses propres dires, un adolescent au courage exceptionnel. Il avait vu nombreux films d'horreur que beaucoup de ses amis n'avaient pas osé regarder. Il avait monté la plus haute clôture de son quartier. Le grenier, soi-disant hanté de Mathias, ne l'avait même pas effrayé. Et sans oublier sa nuitée qu'il avait passée au cimetière de la ville. Cette année-là, il avait fait sa mission, d'obtenir ses bonbons légendaires et de prouver à tous qu'il n'avait rien à y craindre. Il s'est mis à marcher d'un pas décidé, approchant la demeure de la vieille femme. Chaque fenêtre était illustrée d'une faible lueur, et on pouvait entendre une douce mélodie dans l'air. Au moment où il franchissait la grille grinçante, un frisson parcourut son échine. Il se rappela sa quête et s'avança. Son cœur battait la chamade, mais il finit tout de même par se rendre jusqu'à la porte principale. Avant même qu'il n'ait pu frapper, la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un long couloir sombre. Sur une petite table à l'entrée, une assiette débordant de bonbons multicolores l'attendait. Sans hésiter, Théo en prit une poignée et les glissa dans son sac. En quittant la propriété, une sensation étrange l'envahit. Il se sentait à la fois euphorique et terrifié. Rentrant chez lui, il dévora quelques-uns des bonbons. Ils avaient un goût sucré, mais avec une pointe d'amertume qui lui chatouillait la gorge. Chaque bouchée semblait éveiller en lui des souvenirs qu'il ne connaissait pas. Des rires d'enfants, des cris, des murmures, une sensation de peur. Après un long moment à trouver le sommeil, Théo finit par s'endormir et rêva d'Halloween passé. Il vit des visages familiers, des enfants du quartier qu'il avait connus, ou du moins dont il se rappelait. Ces derniers riaient et jouaient, puis s'approchaient de la vieille demeure. Ils étaient attirés par la lumière, tels les papillons de nuit. Mais après avoir goûté aux bonbons, leurs visages se figeaient. Leurs yeux devenaient vitreux, et leur corps se figeait, se tordant et rapetissant, jusqu'à ce que ces derniers ne deviennent qu'une petite boule sanglante. Mais le pire, c'est que malgré la douleur, ils restaient conscients, incapables de crier, de parler, de faire quoi que ce soit. Une main vieille et aigrie ramassa Théo. C'est là qu'il comprit l'horreur de sa situation. Non seulement avait-il dégusté les bonbons qui étaient en fait des jeunes enfants, mais par sa gourmandise, il était devenu lui-même une partie même du festin. Chaque année, alors que les feuilles prenaient une teinte dorée et que l'air se remplit d'une fraîcheur mordante, un étrange phénomène se produit à la périphérie de la ville. À mesure que les jours d'Halloween approchent, un vieux carnival fait son apparition, avec uniquement un seul manège. Personne ne sait d'où il vient. Aucune personne ne semble travailler dans cet endroit. Un soir, il n'est pas là. Et pouf, le lendemain, il est là. Toujours à une location différente, mais toujours aux abords de la ville. Julien avait 13 ans et avait toujours été fasciné par ce carnival. Et surtout, par son manège. Sa curiosité l'avait souvent poussé à observer de loin, mais une peur inexplicable l'avait toujours empêché d'y monter. Cette année cependant, il avait décidé de prendre son courage à deux mains. Nous étions le 31 octobre, alors que le crépuscule s'installait et que les premières étoiles scintillaient dans le ciel. Julien se dirigea vers le manège. Il monta sur l'un des chevaux, son cœur battant la chamade. À peine eut-il pris place dans le manège que ce dernier commença à tourner. Les lumières s'intensifièrent, plongeant le monde alentour dans l'obscurité. Le vent s'est mis à siffler dans ses oreilles. Julien au bureau essayait de trouver l'opérateur du manège, mais il n'y avait personne. C'est comme si la machine avait su que quelqu'un était à l'intérieur et savait qu'elle devait se mettre en marche. Alors que la vitesse s'intensifia, Julien commença à avoir de la difficulté à voir ce qui l'entourait. Sa vision devenait floue. Pendant un court moment, il perdit conscience. En rouvrant les yeux, ce dernier remarqua qu'il était chez lui, seul dans son lit.
Des ombres dans sa chambre dansaient, prenant vie. Ces dernières se transformaient en des ombrages monstrueuses qui se rapprochaient lentement de lui. Il sentait une sueur froide couler le long de sa nuque, et la panique finit par l'envahir. Il connaissait la rumeur. Il l'avait entendue de nombreuses fois dans son enfance. Mais cette fois, c'était lui que ça arrivait. Bordel. Il savait ce qu'il avait à faire. Il devait courir, s'enfuir, quitter la source même de son rêve. Dans ce cas précis, il devait s'enfuir de chez lui. Il se mit à courir de toutes ses forces, les ombres de sa chambre tentant de l'attraper. Une d'entre elles parvint même à lui griffer le bras, lui faisant par le même fait une large lacération sur l'épaule. Alors que les ombres étaient presque sur lui, il réussit à ouvrir la porte. Il tomba par le même fait dans un vide sans fond et rouvrit les yeux dans le manège. Ce dernier haletait encore, mais le manège, comme s'il savait que Julien était revenu, commençait soudainement à s'arrêter, lentement mais sûrement. Julien descendit du manège, puis sortit du carnival. De l'instant où il sortit, il se retourna pour voir une dernière fois cet endroit maudit. Mais à son grand désarroi, il n'y avait rien. Il prit une décision ce jour-là. La prochaine fois qu'il verrait ce foutu carnival, il le brûlerait de ses mains. Sous le ciel sombre d'Halloween, une légende persistait à Eldertown, la radio des sorcières. Il était dit que si l'on parvenait à capter cette station bien précise, on entendrait des murmures venus d'un autre temps. Vincent, avide d'exploration et de mystères, avait toujours été intrigué par cette rumeur. Cette année-là, armé d'une vieille radio héritée de son grand-père, il décida d'essayer. Lorsque minuit sonna, Vincent tourna lentement le cadran de la radio, cherchant désespérément la station mythique. Alors que le bruit emplissait la pièce, soudain des chuchotements se firent entendre. Des voix féminines, douces et mélodieuses, psalmodaient des incantations inconnues, teintées d'une mélancolie ancienne. Vincent était envoûté, s'accrochant à chaque syllabe, chaque murmure, chaque souffle. La pièce s'assombrit progressivement. Vincent sentit le sol se dérober sous lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Eldertown avait changé. Les bâtiments modernes avaient disparu, remplacés par d'anciennes cabanes en bois et des rues en terre battue. Le ciel était d'un noir d'encre, percé de milliers d'étoiles, tous brillant d'un éclat qu'il n'avait jamais vu. Mais ce qui effraya vraiment Vincent, c'était la foule qui se tenait au centre de la place du village. Des femmes vêtues de longues robes noires, le visage pâle et les yeux vides se tenaient en cercle. Leur voix formait le chant qu'il avait entendu à la radio. Vincent comprit rapidement qu'il s'était retrouvé au cœur d'un sabbat de sorcières. Prisonnier d'une époque où la magie et la superstition régnaient, il ressentait une pression sur sa poitrine, comme si une main invisible cherchait à l'étouffer. Les sorcières, le sentant parmi elles, tournèrent leur regard vers lui. Leurs yeux noirs, dépourvus de toute humanité, le fixaient avec une intense curiosité. Vincent comprit, il était à leur merci, un simple jouet entre leurs mains. Alors que les chants des sorcières s'intensifiaient et que Vincent sentait ses forces l'abandonner, une idée lui traversait l'esprit. Avec le peu d'énergie qui lui restait, il se concentra sur la vieille radio, se remémorant le doux bourdonnement de la station. Il espérait que par cette pensée, il pourrait retrouver le chemin du retour. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Vincent était de retour chez lui, la radio à ses côtés émettant désormais un doux grésillement. Épuisé, il éteignit l'appareil, jurant de ne plus jamais chercher la radio des sorcières. Mais alors qu'il se dirigeait vers son lit, il sentit un frisson glacé le parcourir. Il regarda sa main, ensanglantée. Un symbole ancien était incrusté dans sa peau, un rappel constant de la nuit où il avait dansé avec les sorcières.